Bien, merci mes amis d'abord de m'avoir rejoint sur ce site. J'ai pensé en cette période de confinement que quelques pages de poésie, soit de poésie en prose, soit de poésie en vers, seraient les bienvenues. Voilà, je vous ai donc choisi 3-4 auteurs. Le premier, c'est Jean Giono, dans un roman magnifique qui est « Que ma joie demeure ». Je vais vous en lire donc quelques lignes. C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres, et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait. Il fait un clair de toute beauté, se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Le ciel tremblait comme un ciel de métal. On ne savait pas de quoi, puisque tout était immobile, même le plus petit pompon d'osier. Ça n'était pas le vent, c'était tout simplement le ciel, qui descendait jusqu'à toucher la terre, racler les plaines, frapper les montagnes, et faire sonner les corridors des forêts. Après, il remontait au fond des hauteurs. Jourdan descendit à l'étable, le cheval dormait debout. « Ah, dit-il, toi, tu sais au moins, voilà que tu n'as pas osé te coucher. » Jourdan pensa qu'il était temps de se servir du Brabant tout neuf. La charrue avait encore des muscles tout bleus de la dernière foire. Elle sentait le magasin du marchand, mais elle avait l'air volonteuse. Il y avait tant de lumière qu'on voyait le monde dans sa vraie vérité, non plus décharné de jour, mais engraissé d'ombre et d'une couleur bien plus fine. L'œil s'en réjouissait. L'apparence des choses n'avait plus de cruauté, mais tout racontait une histoire, tout parlait doucement au sens. La forêt là-bas était couchée dans le tiède des combes comme une grosse pintade aux plumes luisantes. Et, se dit Jourdan, j'aimerais bien qu'il me trouve en train de labourer. Depuis longtemps, il attendait la venue d'un homme. Il ne savait pas qui, il ne savait pas d'où il viendrait. Il ne savait pas s'il viendrait. Il le désirait seulement. C'est comme ça que parfois les choses se font, et l'espérance humaine est d'un tel miracle qu'il ne faut pas s'étonner si parfois elle s'allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout, c'est qu'après elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. Voilà, c'était Jean Giono. Maintenant, je vais vous faire rencontrer un auteur extraordinaire, aussi beau que Jean Giono, qui s'appelle Julien Gracq, et qui a écrit qui est un auteur contemporain du début du XXe siècle, et qui a écrit Un balcon en forêt. Voilà. Il décrit, dans ce roman, la drôle de guerre, vous savez, de septembre 1939 à mai 1940, où les deux armées allemandes et françaises étaient l'une en face de l'autre, mais ne s'attaquaient pas. Voilà. Et vous verrez que les armées étaient sous cloche, ce qui peut aujourd'hui nous rappeler quelque chose. La guerre brasillait, charbonnait çà et là, comme un feu de forêt mal éteint. Une saute de vent tout à coup enjambait des centaines de lieues, égarait des flamèches jusque dans les bois perdus de la Carélie. Que pouvait bien signifier une guerre en Ardennes? Très loin, à l'air libre, on sentait que le train du monde continuait distraitement, et les nouvelles n'en semblaient pas très différentes de celles qu'elles étaient d'ordinaire. On s'étonnait même à la réflexion de ce que cette guerre fût si habitable. Seulement, cette gesticulation restait muette, comme si on l'eût observée au travers d'un hublot épais. On eût dit que sur le cœur de l'Europe, sur le cœur du monde, était descendue une énorme cloche à plongeurs. Et on se sentait pris sous cette cloche, dont l'air mou serrait les tempes et faisait bruire les oreilles d'un bourdonnement léger. Voilà. Julien Gracq. Alors maintenant, je vais vous faire découvrir un troisième auteur, c'est Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, c'est un aventurier, on peut dire, voilà, qui est parti en 1950-1960 avec une très vieille voiture et qui a fait la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Inde, ensuite il a fait la Thaïlande, ensuite il a fait le Vietnam, etc. Voilà. C'est un homme qui écrit extrêmement bien, et un de ses amis disait, tant pour la prose
tant pour la poésie en prose que pour la poésie en vers, que Nicolas Bouvier, c'était un galet dans le torrent du monde. Alors on va commencer par un petit poème, et puis ensuite on lira un peu de prose. Les grenades ouvertes qui saignent sous une mince et pure couche de neige, le bleu des mosquées sous la neige, les camions brouillés sous la neige, les pintades blanches plus blanches encore, les longs murs roux, les voies perdues qui cheminent sous la neige, et toute la ville, jusqu'à l'énorme citadelle, s'envole dans le ciel moucheté, fait abrir l'hiver. Pour traverser l'hiver, il faut aussi des habitudes. J'avais pris les miennes au coin du quartier arménien, à la gargote des portefaix. Avec les mendiants, ils formaient bien la bande la plus dépossédée de la ville. Aux alentours de midi, ils arrivaient par petits groupes, grelottants et ployés, leurs cordes enroulées sur l'épaule. Ils s'installaient aux tables de bois, dans un grommellement de bien-être, la vapeur montait des haillons, et les visages, sans âge, tellement nus, patinés, usés, qu'ils laissaient passer la lumière. Ils se mettaient à briller comme de vieux chaudrons. Ils jouaient au tric-trac, lapaient leur thé dans les soucoupes avec de longs soupirs, ou formaient cercle autour d'une bassine d'eau tiède pour y tremper leurs pieds blessés. Les plus cossus tiraient sur un narguilé et parfois dévidaient entre deux quintes de tout une de ces strophes illuminées qui sont ce que la Perse a réussi de mieux depuis 1000 ans. Le soleil d'hiver sur les murs bleus, la fine odeur du thé, le choc des pions sur le damier, tout était d'une légèreté si étrange qu'on se demandait si cette poignée de vieux séraphins calleux n'allait pas s'envoler avec toute la boutique dans un grand bruit de plumes. Instant tout gonflé de tendresse, c'était admirable et bien perçant, cette manière de se tailler au cœur d'une vie perdue, malgré les bronches rongées et les engelures ouvertes, un petit morceau de bon temps. Et on va finir par un poète extraordinaire, qui est Jacques Prévert, et je vais donc vous réciter un poème de Jacques Prévert qui est « Pour faire le portrait d'un oiseau ». Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte, peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt, se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre, s'il le faut, pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il y est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous bon courage. Allez, au revoir mes amis.